c'est l'heure bleue. L'heure des croissants dans cette boulangerie artisanale de Genève. Ici, le patron travaille avec des produits de la région et il partage volontiers son savoir-faire. Mais on en met partout. Voilà, on n'appuie même pas du tout en fait. Il faut avoir une souplesse dans le poignet. Ou en tout cas, il essaie. Et vous essuyez bien votre pinceau quand vous sortez du pot. Oh là là, pas de souplesse dans le poignet là. Le croissant. Pour lui, c'est à ça qu'on juge une bonne boulangerie. C'est aussi un symbole de l'industrialisation. La machine à rouler les croissants est l'une des premières à avoir été inventée. Comme son père et son grand-père avant lui, Eric Emery continue de rouler à la main. D'autres ont renoncé. En Valais, il serait 40%, estime le patron des boulangers du canton, dans une interview au Temps. Alors on a vu qu'on pouvait obtenir des croissants de cette qualité-là, avec du beurre, pur beurre, etc., pour 8 centimes d'euros. Et puis les miens, je les vends à 1,60 € et j'ai à peu près 12 centimes de bénéfice. Donc le rapport est complètement différent. Si vous le vendez à 1,60 € et que vous l'avez payé 8 centimes d'euros, quasiment sans infrastructure autour de vous, sans personnel, le gain est vraiment très intéressant. Et c'est bien ce qui inquiète le président des artisans boulangers genevois depuis plusieurs années déjà. En 2016, il le confiait aux caméras d'À bon entendeur. Nous, ce qu'on craint, c'est l'arrivée peut-être de boulangeries clés en main, livrées par des très gros industriels hors Suisse. 5 ans plus tard, c'est l'heure du verdict. C'est ce qui s'est passé ? Disons que les points de vente déjà installés se sont beaucoup mieux organisés. Ils se sont professionnalisés par rapport à ce qu'il y avait avant. Il y a des très gros contrats qui se sont faits avec les entreprises importateurs de produits venant de l'étranger. Cette professionnalisation, on la retrouve dans les statistiques des douanes. Regardez plutôt. Les importations de pain ont augmenté de 66% en 10 ans pour atteindre près de 120 000 tonnes en 2017. Soit des milliers de poids lourds venus d'Allemagne, de France, d'Italie et d'Autriche. À Berne, ces chiffres sont observés de très près. En tant que président des céréaliers suisses, représentant des meuniers et de pain suisses, Lorenz Hirt serait sans doute plus heureux si tout cela était produit dans notre pays. Il nous explique pourquoi il en va autrement. Si vous importez un croissant, vous payez moins de frais de douane que si vous importez le beurre et la farine qui sont à l'intérieur. Et si vous produisez ce croissant en Suisse, avec des produits suisses ou même avec des produits importés, vous serez toujours plus cher que le croissant importé. Il estime que 25% du pain que nous mangeons est importé. En l'absence de chiffres officiels, nous décidons de contacter plusieurs grandes surfaces, stations-service et acteurs du surgelé pour connaître la proportion de produits étrangers dans leur assortiment. Tous déclarent des quantités très faibles, voire inexistantes. Nous montrons leurs réponses à notre interlocuteur. Les chiffres pour le commerce de détail me semblent plausibles. En ce qui concerne les stations-service, je suis surpris. Je pensais que c'était davantage. L'arrivée des hard discounters a joué un rôle dans l'augmentation globale. Ils vendent plus de produits importés que les commerces traditionnels, Migros, Coop, etc. C'est effectivement ce qui ressort de notre sondage. Jusqu'à 35% de produits importés chez Lidl, qui a accepté nos caméras mais décliné notre proposition d'interview. Chez Aldi, c'est 20%. La majeure partie du pain est livrée surgelé dans le magasin, cuit au fur et à mesure et placé en rayon. Ici, le pain suisse est clairement mis en évidence, avec des labels qui garantissent son origine. Nous repérons aussi d'autres étiquettes sans information sur la provenance. Là, on a une baguette rustique campagnarde où il n'y a pas d'indication, pas de label. Elle vient d'où cette baguette-là ? Tout à fait. Donc l'exemple de la baguette rustique, c'est la minimale partie de nos produits qui est importée parce qu'on choisit des articles étrangers mais qui sont fabriqués de manière traditionnelle dans des boulangeries authentiques pour respecter le goût et aussi la qualité.
Mais là, le pays, il n'est pas indiqué. Pour quelle raison? Le pays n'est pas indiqué simplement parce que cela n'est pas encore demandé. On pourrait évidemment produire ces articles en Suisse. Je veux dire, un croissant au beurre, ça se fait également en Suisse. Par contre, nous, on aimerait avoir des articles qui sont vraiment authentiques. Et puis, l'importance pour nous, c'est que le client retrouve également le goût de l'endroit d'où vient le produit. L'authenticité, ce serait donc ça. Nous allons le vérifier auprès de l'entreprise Chef Gourmet, qui fournit en pain les hôtels et les restaurants. Son directeur affiche sans rougir 65% de marchandises étrangères dans son assortiment, françaises surtout, pour le savoir-faire, mais aussi des prix abordables. Aujourd'hui, je travaille avec un super boulanger indépendant qui est en train de se lancer, qui est basé à Genève. Je serais ravi de vendre ces produits, mais économiquement, on n'y arrive pas. Les clients ne seraient pas prêts à payer. On arrive à 2 fois le prix. Les débats qui sont amenés au niveau politique sont souvent assez simplistes. C'est pour ou contre. C'est pour l'artisan contre l'industriel. C'est pour l'importé contre le produit local. Or, je pense qu'il peut y avoir des complémentarités. Ce qui est important, c'est que le client ait l'information. Et sur ce dernier point, notre artisan boulanger est bien d'accord. Car aujourd'hui, le client ne peut plus se fier à ses papilles gustatives. Les industriels se sont tellement améliorés que je dois vous dire qu'il y a des produits qui sont bons et qui ressemblent vraiment aux nôtres, aux artisans. Et là, c'est là que c'est le problème. Il y a 20 ans, c'était franchement dégueulasse. Mais aujourd'hui, ils ont quand même mis les moyens et tout. Et puis, ils arrivent à faire des bons produits. Alors, Éric Emery et d'autres se sont rendus à Berne pour faire du lobbying et obtenir l'obligation pour les commerces et les restaurants d'indiquer par écrit, à un endroit visible, le pays de production de la marchandise, y compris transformée, comme les sandwichs. Et ce pays est parfois plus lointain qu'on l'imagine. La Chine, CN, pour ses fonds de tartelettes vendus sur catalogue. La Thaïlande, pour ses cœurs coulants. Ou la Pologne, pour cette mini-tresse au beurre. Privilégier des transports courts, des céréales qui sont produites selon notre réglementation, qui n'ont pas été traitées au glyphosate peu avant la récolte, ce qui est interdit en Suisse, mais autorisé dans certains pays de l'Union européenne. Ce sont des sujets qui, je pense, intéressent les consommateurs et seraient mieux connus de tous avec une telle obligation. Juste informer le client. Quand vous allez dans un restaurant, la viande, vous avez la provenance. Le poisson, vous avez la provenance. Le pain, vous n'avez pas la provenance. Pourquoi? Maintenant, ça sera obligatoire. Enfin, bientôt. Effectivement, à Berne, l'affaire n'est pas encore tout à fait dans le sac. Mais l'espoir est grand d'éliminer bientôt toute possibilité de rouler le client dans la farine. Pain importé, concurrence des grandes surfaces, le marché de la boulangerie est en pleine mutation. Pour en parler, le plaisir d'être avec Magali Pelé. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on vous retrouve depuis la boulangerie familiale à Ivrier, mais vous êtes aussi membre de la fêtière valaisanne des artisans boulangers. Madame Pelé, chaque année en Suisse, une 60aine de boulangeries artisanales mettent la clé sous la porte. C'est vertigineux. Comment expliquer cette hécatombe ? C'est un marché qui devient très compliqué avec les années. Les stations-service, c'est une grosse problématique pour le marché artisanal de la boulangerie. Dû à l'importation des produits, c'est vrai que c'est des prix qui sont pas du tout à la même hauteur que l'artisan boulanger. C'est des prix qui sont très très bas, c'est une qualité de produit qui est différente. Et c'est vrai que le client a peut-être un petit peu de peine à se situer dans tout ça. À propos des importations, le Parlement débat en ce moment de rendre obligatoire l'indication du pays de provenance du pain à la vente. Est-ce que c'est suffisant ? Je pense qu'on pourrait préciser un petit peu les origines des matières premières vraiment, parce qu'on a plusieurs labels qui existent sur le marché suisse. On peut voir par exemple dans certains marchés comme Lidl ou Aldi's ont un Swiss Made ou un Swiss Garanti. Mais est-ce que toutes les matières premières viennent de Suisse? Est-ce que c'est juste un pain qui est fini sur territoire suisse? On n'a pas la certitude. Donc je pense qu'il faudrait que ce soit un petit peu plus précis, un label peut-être même plus pointilleux.
comme par exemple un produit fait maison. Mais alors justement, quand on entre dans une boulangerie, pour le client, c'est très difficile de savoir si le pain qu'on achète est véritablement fait sur place. N'est-ce pas à vous, représentants de la branche, d'imposer un label qui le garantit ? C'est la question sur laquelle on travaille, d'établir justement ce que je vous disais, un label fait maison. C'est à nous de mettre en avant nos produits, c'est à nous de nous défendre, c'est vrai. Mais on a besoin de pouvoir avoir cette certitude, de pouvoir confirmer aux clients que le produit, c'est des produits de première qualité, d'origine locale. Mais pourquoi vous ne le faites pas alors, tout simplement ? Les Vaudois l'ont déjà fait, par exemple. Alors c'est quelque chose qui est actuellement en discussion, qu'on est en train de créer. On espère pouvoir finaliser le projet très rapidement. Alors un label artisan boulanger local, à quel horizon ? Quel est l'horizon temps ? Est-ce que c'est 2021, 2022 ? Alors, l'idéal serait fin 2021. Je pense début 2022, on pourrait avoir quelque chose de clair qui puisse être établi. Merci beaucoup Magali Pellet. On se réjouit en tant que consommateur d'y voir plus clair, effectivement. Et très belle soirée à vous du côté d'Uvrier. Merci beaucoup. Bonne soirée. Parmi les pains préférés des Suisses, il y a bien sûr la tresse. Moelleuse, pleine de beurre, c'est la star des dimanches matins. Mais évidemment, toutes ne se valent pas. 2 dégustateurs, 3 dégustatrices, 8 tresses soumises à leur palais. Verdict. Christophe Ackermann tresse plus vite que son ombre. Il faut dire que ses gestes, il les répète chaque week-end dans le laboratoire de sa boulangerie à Grandson, près d'Yverdon. On va les déposer sur grille pour les laisser refroidir sans qu'elles prennent d'humidité et puis elles seront prêtes à déguster. Avec un peu de miel ou de confiture, c'est ce qu'il préfère. Ça lui évoque les petits déjeuners en famille. Pour trouver grâce aux yeux de cet artisan désigné pain d'or par la confrérie vaudoise des Chevaliers du Bon Pain, une tresse doit montrer patte blanche. Alors moi j'aime beaucoup dans la tresse retrouver le goût du beurre, vraiment un goût prononcé de beurre, et puis un côté très, très moelleux, très humide à l'intérieur, avoir un produit qui n'est pas sec, et puis qui donne vraiment envie de déguster de bonne heure le matin. Une tresse pour adoucir le réveil. C'est donc ce que recherchera Christophe Ackermann en tant que premier membre de notre jury. Pour faire connaissance avec les 4 autres, direction la tour de la télévision à Genève. Voici pour commencer Léa Teller, cuisinière au sein de la brigade de Franck Giovannini à l'hôtel de ville de Crissier. La tresse, elle l'aime sans rien ou alors juste un café. Tout le contraire de Manuela Magnin, journaliste gastronomique, qui l'accompagne volontiers d'un cornichon ou d'une fer à fumer. Marier la tresse avec du salé, en l'occurrence du Sénevis, voilà qui ne fait pas peur à Thomas Marie, boulanger, meilleur ouvrier de France et enseignant à l'école hôtelière de Lausanne. Et enfin, notre 5e dégustatrice, Émilie Walter. Pâtissière, boulangère, patronne de son propre tea room et adepte de la tresse avec un carré de choc. Covid oblige, nous n'avons pas d'autre choix que de réunir tout ce petit monde dans nos locaux et de modifier notre protocole pour garantir sécurité et impartialité. 8 tresses seront évaluées par nos experts, 2 achetées en boulangerie, les 6 autres en grande surface. Pour cette dégustation à l'aveugle, nos fins gourmets vont noter le visuel, le nez, la texture et bien sûr le goût. Des notes allant de 1 pour le pire à 10 pour le meilleur. Pour moi, on a eu des produits globalement moyens. Je n'ai pas été emportée parce que je m'attendais à des arômes de beurre, je m'attendais peut-être aussi à un goût d'œuf. C'est des goûts intenses que je n'ai pas vraiment retrouvés globalement dans les échantillons qui ont été présentés. Voici sans plus attendre les résultats en détail. Et on commence avec la queue du classement. C'est la tresse de la Migros, 7 francs le kilo, qui a le moins convaincu nos dégustateurs, 3 d'entre eux la placent au dernier rang. Elle termine ainsi 8e avec la note de 4. Déjà à l'aspect, il y avait un côté un peu bizarre, moitié terne, moitié rugueux, et puis 2 colorations au niveau de la mie. L'extérieur et l'intérieur n'étaient pas de la même couleur, et moi ça me paraît bizarre. Et puis c'est un goût désagréable, un goût de vieux beurre ou de vieux produit qui a traîné un peu au congèle. On remonte doucement le classement. 6e ex aequo, 2 tresses jugées médiocres par nos experts.
elles reçoivent la note finale de 5,1. Tout d'abord, la tresse vendue par Manor, 9,60 francs le kilo. Il s'agit du seul produit bio de notre sélection. Déjà, la mie était assez élastique. Elle restait un peu entre les dents, donc elle collait un peu. Et la croûte avait un goût un peu... Je dirais pas amer, c'est un peu exagéré, mais elle avait un goût qui prenait le dessus sur la mie et qui n'était pas agréable en bouche. Aussi peu agréable et donc à égalité, la tresse achetée chez Coop, 7 francs le kilo. Alors, celle-là, vraiment dense, vraiment quelque chose de pas maîtrisé. Donc, pas assez de fermentation, donc manque de développement. Et puis, tout est ratatiné, est très lourd, très lourd. Une tresse un petit peu qu'on aurait loupé à la maison. Le sel prédominait et du coup, on ne sentait pas beaucoup ni un goût de beurre, ni un goût de fermentation prononcé. Les 2 tresses suivantes font un peu mieux. Elles se hissent à la 4e place ex aequo avec la note de 5,4. Il y a celle de Lidl, vendue au prix de 6,50 francs le kilo. Elle a divisé notre jury. Elle avait une mie qui était très dense, tellement dense que c'est vrai que je m'imaginais en train de refaire les joints de la salle de bain avec. Il manquait quelque chose, comme si soit ils n'ont pas mis assez de sucre ou assez de beurre ou quelque chose. À elle seule, avec un café ou avec un chocolat, elle n'a pas un assez bon goût. Elle termine tout de même 4e, tout comme la tresse vendue par Denner, à laquelle Thomas Marie a trouvé un petit goût de bretzel. Alors, est-ce que dans ce qu'on va mettre pour dorer la tresse, il y a eu une adjonction produit de trempage de bretzel? Je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, ça m'a fait penser à ça gustativement et sur la couleur. Il est temps de découvrir notre trio de tête. Aldi se place sur la 3e marche de notre podium et triomphe des autres grandes surfaces avec une tresse vendue 6,50 francs le kilo qui décroche la note de 6,3. C'était ma tresse préférée parce qu'elle était déjà une croûte bien caramélisée sur le dessus, une mie très molle. Et à l'odorat, on sentait bien qu'il y avait du beurre, que c'était quelque chose de très souple, avec beaucoup de goût. Vous l'avez compris, sans surprise, nos 2 tresses de boulangerie tirent leur épingle du jeu. En 2e position, avec un score de 6,6, la plus grande boulangerie de Suisse romande, la boulangerie Pouly, qui propose la tresse la plus chère de notre panel, 17,40 francs le kilo. C'était une tresse qui avait une jolie apparence, une croûte toute fine, très brillante, bien tressée. Et du coup, déjà rien qu'à l'œil, ça donne envie. Et enfin, sur la plus haute marche du podium, la boulangerie Christian Boya à Lausanne, distinguée en 2018 par le Swiss Bakery Trophy. Elle obtient la note finale de 7,6. Elle était très homogène, très haute, donc elle avait bien eu le temps de pousser. Et elle brillait, elle était très bien tressée, très haute, très aérienne, donc c'est celle-là qui sortait un peu du lot par rapport aux autres. Et ainsi donc, la tresse est dite. Autre solution, la préparer soi-même. Pour ceux qui en ont le courage, rendez-vous sur notre site ou sur notre page Facebook. Le boulanger Christophe Ackermann vous montrera comment maîtriser le tressage à 6 pâtons. Qu'elle soit faite maison, industrielle ou artisanale, la miche se garde peu. Résultat, 26% du pain acheté en Suisse finit à la poubelle. Voyez ces quelques conseils, tout simples, pour limiter les pertes. S'il y a un endroit où on s'y connaît en conservation d'aliments, c'est bien sous les drapeaux. Napoléon l'a déjà dit lorsqu'il prétendait que la discipline passait par l'estomac. Et ce qui passait par l'estomac des soldats suisses jusqu'en 1995, c'est le fameux pain atomique, ou pain militaire. Souvent copié, jamais égalé, il se gardait 15 ans grâce à une solution à base d'alcool. Ce n'est pas exactement la recette qu'applique ce boulanger. Son secret à lui, pour prolonger la durée de vie de son pain, le voici. Ça, c'est l'âme de notre boulangerie. Donc ce levain est aujourd'hui âgé de plus de 10 ans. On le rafraîchit jour après jour avec une part de farine, une part de levain et une part d'eau. Et effectivement, il vit avec nous, il évolue avec nous au fur et à mesure des jours.
Le levain va produire donc des acides acétiques qu'on peut assimiler un petit peu à du vinaigre, qui eux vont modifier légèrement le pH et donc par ce fait-là augmenter la conservation. Ensuite, la deuxième chose, c'est que les micro-organismes qui composent le levain naturel en fait, ont une faculté hygroscopique. Donc ils vont aider à retenir l'humidité et l'eau dans le pain. Du levain, il y en a dans tous les pains vendus à la boulangerie, mais pas toujours en quantité identique. Plus il y en a, plus le pain pourra se manger longtemps. On aurait par exemple notre tiolu, qui est du nom du sobriquet des habitants de notre village, qui est notre pain très longue fermentation, donc qui a une très grosse proportion de levain, et donc il y aura une très bonne conservation. Ou autrement, on peut partir sur des moutures plus complètes, typiquement comme un pain complet, ou un pain avec un pur épeautre ou du seigle, qui ça seront des pains qui vont se conserver plus longtemps. Car la conservation n'est pas qu'une affaire de levain. La farine aussi a son importance. Une farine blanche va prendre vraiment que le cœur du grain de blé, ce qui s'appelle l'amande farineuse. Donc ça va donner une farine très blanche. Et en fait, plus on va moudre large par rapport au grain de blé, en fait, plus on va tendre vers un pain complet. Et en fait, plus on va tendre vers ce pain complet, plus on aura des acides aminés, plus on aura des enzymes qui vont aider à cette conservation. Grâce à ce savoir-faire, son pain pourrait se conserver jusqu'à 3 jours. Mais il existe d'autres méthodes pour prolonger la vie des produits de boulangerie. C'est le responsable de ce centre de formation qui voit passer tous les apprentis boulangers de Suisse romande qui nous l'explique. Effectivement, il n'est pas impossible de rajouter des éléments augmentant la conservation. Par exemple, des industriels qui voudraient avoir des conservations de pain très très longues. Je pense au pain toast, où on doit avoir une conservation extrêmement longue, où là, l'utilisation de bonnes ressources ne suffit pas. Il faut un processus industriel et parfois quelques adjuvants. Mais le pain toast, c'est une autre histoire. Si nous sommes venus voir Sébastien Knecht, c'est pour passer en revue avec lui tout l'éventail des accessoires censés vous aider à garder votre pain aussi croustillant et chantant qu'à la sortie du four. Ça va limiter le passage de l'air avec le pain, tout en laissant passer un petit peu d'air malgré tout. Et puis surtout, ça crée une couche avec un niveau d'hygiène très élevé. Quand on porte le pain, il n'est pas sujet aux contaminations de l'air environnant, ni de nos mains. Donc on a une augmentation de la conservation simplement grâce à ça. Le principe est le même avec ce genre de cornet, à condition qu'il ne soit pas en plastique et qu'on le manie correctement. Vous sortez le pain aussi peu que nécessaire, vous allez pouvoir le couper et ensuite utiliser le cornet pour empêcher le dessèchement trop rapide de cette pièce de pain qui a été entamée. Ça marche aussi avec un emballage en tissu, qui en plus est réutilisable. On va le laver en machine à 60 degrés en principe. On va choisir de préférence une lessive qui n'est pas parfumée pour ne pas parfumer le sachet. Et ça vaut également pour le linge de cuisine, dans lequel on peut emmailloter la miche. Il faudrait vraiment emballer de façon uniforme et sur tous les côtés notre pain et après le reposer sur sa planche. On préfère que la boîte à pain soit en bois puisqu'elle permet une perméabilité de l'air un tout petit peu plus importante. C'est du bois qui n'est pas peint et pas traité. Par opposition, les boîtes en plastique sont parfois un tout petit peu trop étanches. Si malgré tous ces conseils, votre pain atteint le point de non-retour, il existe une technique bonus, une technique ancienne. Après la guerre, on voulait éviter de gaspiller des ressources alimentaires alors qu'elles étaient en quantité insuffisante. Donc il n'était pas rare que les ménagères prenaient le pain, le réimbibaient un petit peu d'eau, le laissaient s'imprégner de cette eau, puis le repassaient au four. L'eau qui avait été ajoutée compensait l'eau qui avait été perdue et le fait de le passer au four faisait en sorte que l'amidon recristallise, regélatinise cette eau qui avait été ajoutée artificiellement. Alors, on n'obtenait pas le pain qui avait la même qualité qu'au départ, mais au moins un pain qui pouvait être consommé. Si ça ne vous tente pas, reste la possibilité de recycler votre pain sec en cuisinant, une croûte au fromage, des croûtons ou tout bêtement une fondue. Il y a le pain qui se perd chez soi et celui qui se perd dans les commerces. Pour minimiser ce gaspillage, la nouvelle tendance, c'est d'acheter du pain de la veille. ABE a fait les courses. Ah, vous êtes là? Ça tombe bien. J'ai justement quelque chose à vous montrer. Je viens de récupérer un panier d'invendus à la boulangerie. Vous avez envie de voir ce qu'il y a dedans? Venez avec moi.
Déjà, je vous explique comment j'ai fait. Ça se passe via une application qui s'appelle Too Good To Go et elle vous propose plusieurs offres à proximité de chez vous. Et moi, j'ai choisi celle-ci, donc qui est un panier à 6,90 francs au lieu de 21 francs, hein, c'est ce qui est écrit. On m'indique l'heure à laquelle je dois aller la chercher et je peux annuler en fait ma commande jusqu'à 2 heures avant cette heure-là. Donc c'est vraiment un panier surprise, je paye avant de savoir ce qu'il y a dedans et même à la boulangerie je n'ai pas pu choisir les produits, ce sont vraiment les invendus du jour et ça c'est quand même une contrainte à prendre en considération. On y va, on regarde? Alors, première chose que je vois, c'est donc une tresse au beurre. Et encore une chose, c'est un pain. Voilà, un pain, on dirait un pain paysan. Ce panier, il m'a coûté un tiers du prix d'origine. Sur ce prix, il y a 2,90 francs qui part chez Too Good To Go. Le reste va chez le boulanger. Le boulanger qui doit aussi payer une cotisation annuelle pour participer, ça coûte 59 francs. Et à ce jour, un tiers des boulangeries en Suisse coopèrent avec Too Good To Go. Alors vendre du pain de la veille, certaines boulangeries le font, certaines grandes surfaces aussi. Mais dans ce magasin, tout ce qui est en vente a été fabriqué hier, vraiment tout. Alors on va voir à quoi ça ressemble. Bonjour. Bonjour. Bonjour Xavier Balança, vous êtes le directeur de S-Bar pour la Suisse romande. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que vous vendez dans cette boutique? Bonjour et bienvenue. Merci. Chez nous à Lausanne. Donc tout ce que vous voyez ici, ce sont des invendus alimentaires. Vous trouvez chez nous tout ce que vous trouvez dans une autre boulangerie. On a du pain, des sandwichs, plein de pâtisseries qu'on a déjà vendues aujourd'hui, des macarons. Cette marchandise, elle arrive comment chez vous ici dans le magasin? Cette marchandise, elle arrive avec un fourgon réfrigéré de nos partenaires en ville de Lausanne. On a à peu près 30 points de collecte, beaucoup dans la boulangerie Fleur de Pain. Elles arrivent, les marchandises dans la matinée, et puis on les met en vente et on les vend jusqu'à 19h. Alors, est-ce que tout ce qu'on fabrique la veille, on peut vraiment le revendre un jour après? Bon, vous n'avez pas de millefeuille par exemple, mais typiquement quelque chose avec de la crème pâtissière, ou est-ce que tout vraiment est revendable, le sandwich, un jour après? Alors le millefeuille, il est déjà parti, je vous rassure. Ah, vous arrivez trop tard. Mais pratiquement tout se vend. On s'occupe du tri à l'avance et on choisit ce qu'on peut remettre en vente et ça se passe très bien. Okay. Alors qu'est-ce qui attire le client chez vous? Il n'y a pas cette odeur de pain qu'on peut retrouver peut-être dans une boulangerie ou en tout cas des fois dans une grande surface qui vient de l'arrière-boutique. Voilà. Qu'est-ce qui les fait entrer chez vous? Alors ce qui les fait entrer chez nous, c'est l'acte de consommation utile, de dire tiens, aujourd'hui j'ai mangé quelque chose, si je ne l'avais pas mangé, personne n'aurait pu le manger. Le pain, le croissant, je vais l'obtenir chez vous à quelle proportion de son prix de vente de base en fait? Alors ici, les prix sont fortement réduits. Ça varie selon les catégories de produits. Le croissant, il est à 50 centimes, le petit pain au chocolat à 1 franc. Les sandwichs, c'est entre 2 et 5. Donc moitié moins cher? Ça varie, ça peut être moins de la moitié, ça peut être un peu plus de la moitié. Alors vous avez aujourd'hui ce magasin ici à Lausanne, vous avez un deuxième magasin qui est à Fribourg. Tout à fait. Alors à quand d'autres magasins de S-Bar en Suisse romande? Au retour à la normalité, post-Covid, on sera prêt pour ouvrir un nouveau magasin à Genève si tout se passe bien. Genève, prochaine étape? Genève, prochaine étape. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Puis du coup, moi, je vais essayer de goûter un de ces produits. Merci. Bon appétit. Et vous savez quoi? Les invendus des invendus ne sont pas forcément perdus. Est-ce que vous connaissez Madame Frigo? Madame Frigo, c'est un endroit où on peut déposer la nourriture qu'on ne va pas consommer et on la met à disposition gratuitement de toute personne intéressée. Alors ça peut être des fruits, des légumes et du pain. Encore une idée donc pour éviter qu'un pain sur 4 ne termine à la poubelle. Voilà, vous êtes informés, à vous de choisir. Pour terminer cette émission, nous vous contons les déboires d'un téléspectateur en matière de pompe à chaleur. Jean-Pierre Schmitt a eu le malheur de passer commande chez un prestataire peu scrupuleux. Résultat, 15 000 francs payés dans le vide et il n'est pas le seul dans cette situation. Maya Cholet. Le jour où sa pompe à chaleur le lâche, Jean-Pierre Schmitt est loin de se douter que c'est le début de pas mal de sueurs froides. Depuis des dizaines d'années, Jean-Pierre et sa femme se chauffent avec la même pompe à chaleur. Mais début 2020, elle donne des signes de fatigue avant de les laisser définitivement tomber.
Cette pompe a tenu 34 ans, 35 ans. Et puis l'hiver passé, elle a commencé à pécloter. Et l'électricien a encore pu la sauver pour l'hiver, mais on savait que dans le courant de l'année, il fallait la changer. Jean-Pierre fait des recherches sur Internet et tombe sur le site MAPAC. Il demande un devis. Le lendemain, on a reçu un téléphone du commercial qui nous a donné un rendez-vous. C'est quelqu'un de sympathique, c'est quelqu'un qui connaissait son travail. Je pense qu'avant d'être commercial, il a certainement travaillé dans ce métier-là. Donc il a vraiment bien détaillé les choses et il nous a convaincus pour cet appareil. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, MAPAC n'est pas une entreprise, mais une plateforme de demande de devis, comme un comptoir en ligne. Les demandes sont traitées par un commercial qui prélève une commission, fait la visite chez le client et distribue les mandats d'installation à plusieurs entreprises. Conséquence, il n'est pas toujours facile de savoir avec quelle entreprise on traite. Le 11 juin, Jean-Pierre reçoit un devis intitulé My Energy, une succursale d'une société appelée My Group. Total pour une nouvelle pompe à chaleur, 30 000 francs. Si Jean-Pierre ne sait pas exactement le lien qu'il y a entre My Energy, My Group et le site MAPAC, il va de l'avant avec l'offre en commençant par quelques vérifications. Il faut dire qu'on lui demande de payer immédiatement un acompte non négligeable, 15 000 francs. Moi, j'ai encore contrôlé au niveau de Money House, j'ai contrôlé au niveau du registre du commerce, donc ils sont inscrits, actifs. Et j'ai pas été plus loin, j'ai pensé que ça me suffisait pour pouvoir leur donner l'accord et de payer ces 15 000 francs. Le 15 juin, Jean-Pierre reçoit un contrat et un feuillet de conditions générales qu'il étudie attentivement, très attentivement. J'ai pris les conditions générales, ligne par ligne, et j'ai commencé à détailler un peu tout ce qu'il demandait. C'est vrai que ça, c'est avant de payer, j'ai appelé le commercial en lui disant que j'avais des doutes sur certains paragraphes. Par exemple, pour la réception de la marchandise, que ce soit moi qui dois contrôler la marchandise alors que je n'y connais rien. Donc, c'est pas, à mon avis, c'est pas à moi de contrôler l'arrivage. Et aussi au niveau des assurances, que c'était à moi d'assurer la marchandise. Mais je dois dire, pour tous les articles que j'avais annotés, le commercial m'a rassuré en me disant que pourquoi c'était fait comme ça. Et aussi, je crois qu'à la fin, il dit, mais écoutez, c'est pas des conditions générales qui sont fermes et définitives. En fait, c'est une lettre type, voilà. Mais de toute façon, vous ne signez rien pour ça. Donc, effectivement, cette condition générale, je ne l'ai jamais signée. Oui. Mais j'attendrai pas des semaines, hein. Avec le contrat, un programme d'installation où tout semble très clair. Et la demande d'acompte de 15 000 francs. Jean-Pierre finit par signer le contrat et verse l'argent. Début juillet, il reçoit un mail. La demande de permis de construire que les installateurs doivent faire est en cours. Étrange, le mail ne vient pas de My Group, mais d'une autre société, Green Habitat. Mais pour l'instant, les choses suivent leur cours. Ou presque. Après, j'attends. Et là, effectivement, plus rien ne se passe. Jusqu'au jour où, de nouveau, de notre côté, de mon côté, je leur signale que j'aimerais savoir un petit peu le programme, puisque normalement, il y avait un programme d'installation qui devait être fait, et surtout, justement, le technicien qui devait passer. Et le technicien, en fait, je l'ai vu 2 mois plus tard. Le 10 août, My Group reprend la main en annonçant à Jean-Pierre un nouvel interlocuteur qui devrait enfin s'occuper de l'installation. Et après, on a de nouveau attendu, parce que aussi, à ce moment-là, moi, j'ai commencé à tout démonter, donc on a, tout amené à la déchetterie, l'ancien système, on a tout enlevé, on a tout démonté, on était prêts pour qu'ils puissent venir et installer. Et là, de nouveau, ça a passé 1 mois, rien, 2 mois, rien. Jean-Pierre reste sans chauffage et sans nouvelles de sa pompe, ni de ses 15 000 francs. Il se lance alors dans une véritable enquête.
On voulait savoir si effectivement ces adresses existaient. Et on a été monté, Green Habitat a monté, et on est tombé sur une maison qui existe, mais qui n'a même pas de boîte aux lettres. On a trouvé le facteur qui ne connaissait pas la société Green Habitat, et on avait une deuxième adresse à Colombey. Et là aussi, surprise en arrivant, pas de ni Green Habitat, ni By Group. À ce moment-là, vous vous sentiez comment ? Un petit peu mal à l'aise, surtout quand on commençait à avoir un petit peu souci de nos 15 000 francs. Mais on a continué à chercher. Jean-Pierre écrit, téléphone, sans succès. Il envoie un recommandé qu'il reçoit en retour, non réclamé. Et est-ce que My Group vous a proposé à un moment ou à un autre un chauffage d'appoint ? Absolument jamais. On n'a jamais eu aucun contact de ce côté-là. Donc. Le 11 novembre, lueur d'espoir. Une nouvelle entreprise s'annonce auprès de Jean-Pierre. JPK Sanitaire. My Group leur est mandaté pour faire les travaux. Un technicien passe. Une fois de plus, ils nous redonnaient un délai de 3 mois. Et on était déjà au mois de novembre. Donc on n'aurait pas eu de chauffage avant janvier, février. Du fait que, soi-disant, qu'ils n'avaient pas de matériel, qu'ils n'avaient pas de machine à nous mettre à disposition. Finalement, après 6 mois de patience, Jean-Pierre met My Group aux poursuites. Le 18 décembre, il reçoit enfin des nouvelles avec encore un autre nom de société, Smile Habitat. Smile Habitat, Green Habitat, My Group, vous êtes perdus ? Nous aussi. Un petit tour sur Internet nous apprend que Smile Habitat a depuis longtemps fait faillite et que derrière toutes ces sociétés, on trouve toujours le nom de la même personne, parfois radié, parfois actif. Smile Habitat promet de démarrer le chantier, mais sans chauffage depuis juin, Jean-Pierre a déjà fait appel à une autre entreprise qui a tout installé en à peine un mois. Quant aux 15 000 francs, il n'y croit plus, mais ne laisse pas tomber et décide de nous contacter. J'espérais quand même récupérer, je pensais peut-être pas à la totalité, mais au moins récupérer une partie de ces 15 000 francs. Beaucoup de petits tours sur Internet, beaucoup de téléphones et de schémas nous ont permis d'identifier puis de contacter les différents protagonistes de cette histoire, dont le directeur de My Group. Nous lui avons notamment demandé des nouvelles des 15 000 francs et à quelques jours du tournage, coup de théâtre, comme par hasard. Ils ont passé et effectivement, ils ont été d'accord de rembourser. Et encore une fois, 3 jours après, comme par miracle, l'argent était de nouveau sur notre compte. C'est allé drôlement vite tout d'un coup. C'est allé drôlement vite et je ne sais pas si je peux le dire, mais je pense que la télévision fait un petit peu un grand effet. J'espère quand même qu'il n'y a pas trop de gens qui ont eu ces problèmes comme moi. Malheureusement si. Au cours de notre enquête, nous avons également contacté JPK Sanitaire, l'entreprise mandatée en décembre par My Group pour aller enfin poser la pompe à chaleur chez Jean-Pierre, mais qui ne l'a jamais fait. En fait, ce n'est pas qu'il n'a pas voulu, mais qu'il n'a pas pu. En fin d'année passée, donc fin 2020, j'ai été contacté par My Group. À première vue, ils avaient des problèmes de timing, de délai pour rendre des installations de chauffage, de pompe à chaleur. Ils m'ont contacté pour voir si je pouvais finir leur installation à leur place. Il y avait une liste de 6 à 8 personnes sur cette liste. Et puis, je devais les prendre les uns après les autres pour réaliser les installations. J'ai commencé les premières installations. Je voulais continuer, mais entre deux, bien sûr, j'ai facturé mes prestations pour ces deux premières pompes à chaleur qu'on a réalisées. J'ai acheté le matériel exact aussi pour ces pompes à chaleur. Et malheureusement, plusieurs mois après, j'ai toujours pas reçu le moindre versement de cette société. Actuellement, je pense 6 personnes attendent leur pompe à chaleur. Donc il y en a qui n'ont pas de chauffage du tout. Combien des personnes ont versé des acomptes ? À ma connaissance, je n'ai pas vu les contrats. Je n'ai pas accès aux contrats, mais à ma connaissance, je pense que tout le monde a versé un acompte. Logiquement, c'est des acomptes 50% à la commande. Donc ça fait combien ? Donc logiquement, ça doit faire 8 fois 15 000.
Jean-Pierre et sa femme, eux, passent l'hiver au chaud. Mais apparemment, tous n'ont pas cette chance. Le cas de Jean-Pierre n'est donc pas unique. Bonsoir Maya Cholet. Bonsoir. C'est vous qui avez réalisé cette enquête. Alors qu'en est-il des autres personnes concernées? Eh bien, elles attendent toujours. 4 d'entre elles ont versé 12 500 francs d'acompte à la société Green Habitat entre février 2020 et juin 2020. Et elles attendent toujours leur pompe à chaleur. Et 2 autres ont versé 10 000 francs d'acompte à Helios Consulting, la société du commercial. Elles attendent d'être livrées parce que le fournisseur n'a pas été payé. Alors vous avez eu des contacts avec l'homme qui se trouve derrière tous ces noms, tous ces sites internet. Qu'est-ce qu'il répond? Alors, le directeur de Green Habitat My Group répond que les retards de livraison et d'installation sont dus au coronavirus et aux ruptures de mise à disposition du matériel par les fabricants. Par contre, il promet, et là je le cite, que 100% des clients ayant signé un contrat pour l'installation d'une pompe à chaleur seront honorés. Et puis, en ce qui concerne l'entreprise JPK Sanitaire, mandatée, dont le directeur témoigne dans le sujet, le responsable de Green Habitat affirme, je cite toujours, avoir confié la réalisation de certaines installations à l'entreprise JPK et que celle-ci s'est révélée défaillante. Il dit être en litige avec cette société, de même qu'avec le commercial d'Helios Consulting. Alors, ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'on vérifiera si ces installations ont bel et bien lieu. Précisez encore peut-être que cet homme, il est encore actif aujourd'hui. Et oui, le nom du directeur de Green Habitat My Group se retrouve désormais sur le devis d'une autre société qui s'appelle Swiss Calories. Bon, alors ça c'est pour ce cas précis, mais en tant que client, quand on se trouve coincé dans une situation comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il ne faut pas hésiter d'aller porter plainte pénale, ça ne coûte rien. Par contre, ça peut apporter beaucoup. Et toutes les victimes doivent aller porter plainte séparément, parce que plus il y a de plaintes, moins il y a de risques que d'autres personnes subissent la même mésaventure. Ensuite, il ne faut pas hésiter à engager des poursuites, aussi pour essayer d'éviter que ça se reproduise dans d'autres cas. Et puis finalement, contacter sa protection juridique, ça peut être une bonne solution. Déjà, lui demander si ce genre de cas est couvert, ça va dépendre un peu de votre type de protection juridique. Alors, l'idéal, évidemment, c'est de ne pas se retrouver dans une situation comme celle-là. À quoi est-ce qu'on doit être particulièrement attentif quand on choisit l'entreprise avec laquelle on travaille? Alors, pour commencer, c'est important de bien regarder les conditions générales de vente. Pas hésiter à noter, poser des questions comme Monsieur Schmitt dans notre sujet. Par contre, une fois qu'on a signé le contrat, ces conditions générales font foi. Donc ça, c'est important. Ensuite, bien se renseigner sur les entreprises auprès des associations professionnelles et bien se renseigner soi-même. Pas hésiter à regarder sur Money House, sur Easy Monitoring, chaque nom de chaque société, éventuellement chaque interlocuteur. Et puis parfois, on retrouve des noms dans plusieurs sociétés et là, ça doit nous mettre la puce à l'oreille. Et puis, il y a la question des acomptes aussi. Là, il faut redoubler de vigilance si on demande des acomptes trop importants. Alors oui, si une entreprise vous demande un acompte, c'est simplement pour éviter de ne pas être payé après coup. Par contre, dans les travaux de construction, normalement, il n'y a pas besoin qu'une entreprise demande des acomptes parce qu'elles sont déjà couvertes par le Code civil. Elles peuvent demander si vous ne payez pas une hypothèque légale. Donc, on peut saisir votre maison pour qu'elle soit payée. Donc, normalement, elles n'ont pas besoin de demander des acomptes de la moitié du prix total des travaux. Merci beaucoup Maya Cholet et très belle soirée à vous. Merci.